Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Merci à Olivier Grenouillot d'avoir accepté le principe de cette conversation publique. Olivier Grenouillot est un historien bien connu à plusieurs titres. D'abord peut-être pour ses travaux célèbres sur la traite négrière. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la question, dont on aura un peu l'occasion de reparler, car ses travaux sur la traite négrière ne sont pas tout à fait étrangers à ce travail sur le marché. Et c'est également lui qui a dirigé la meilleure histoire de Nantes qui existe à ce jour, un livre qui est paru il y a quelques années déjà aux éditions Palantine et qui a été réédité. Vous en trouverez quelques exemplaires à la sortie. Et puis, réédité chaque année. Et puis, ce livre-là, qui est paru le mois dernier, au mois de septembre, et Le marché de Vinroy, qui est un livre original, car, mais on en parlera plus en détail, c'est un livre d'histoire des idées, en somme, un livre qui récapitule au fil des siècles les arguments en faveur de l'économie de marché, les arguments hostiles à l'économie de marché, et qui termine sur un regard sur la situation actuelle. C'est un livre parfaitement limpide, accessible, rédigé de manière extrêmement pédagogique et dont je ne peux que vous conseiller la lecture. Si d'aventure vous étiez trop paresseux pour lire ce volume finalement assez mince, vous pouvez aussi lire le dernier numéro de Place Publique où il y avait eu un entretien entre Olivier Grenouillot et moi. Mais attention, et vous pouvez lire les deux aussi. Mais surtout, non, ne vous dispensez pas de lire cet ouvrage pour dévorer Place Publique. Il faut absolument faire les deux. Olivier, on va se tutoyer, on se tutoie dans la vie, on va se tutoyer sur la scène. On est très habitué à voir des chercheurs, pas seulement des historiens, travailler toute leur vie sur le même sujet. On a fait une thèse et puis ensuite, sur une tête d'épingle, on peut passer son existence. C'est pas le cas. Pourquoi être sorti des sentiers battus, avoir abordé d'autres sujets que ceux sur lesquels on t'attendait? Oui, bonsoir tout d'abord. Alors, c'est pas tout à fait il y a des sujets qui ne sont pas forcément des têtes d'épingle, mais... oui, la traite négrière, c'est un vaste sujet. Et puis, moi, j'ai vraiment de l'admiration pour les chercheurs qui peuvent travailler toute leur vie sur un même sujet. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas, je travaille un peu par cycle. C'est-à-dire que j'ai commencé mes recherches en travaillant sur les armateurs nantais qui ont pratiqué la traite et leurs descendants. Donc sur un milieu de 200 familles à peu près sur 2 siècles et demi, 3 siècles. Et donc j'ai toujours apprécié finalement la longue durée. Hein. Mais j'ai commencé donc par l'étude de négociants, de marchands. Après, second cycle, d'abord j'ai élargi après aux négociants français et européens. Second cycle après, j'ai travaillé sur non plus des négociants, mais sur un commerce en particulier. Les traites négrières. Là aussi sur plusieurs siècles. Après les traites, j'ai travaillé sur un autre cycle. Vous allez me dire c'est le même sujet, mais non, c'est pas la même chose. Sur les esclavages, en dirigeant par exemple un dictionnaire des esclavages de Babylone à nos jours, hein, chez Larousse. J'ai des travaux en cours sur ces questions et sur l'abolitionnisme. Et là finalement le marché, c'était une suite logique finalement. Il y a des éléments dans ce livre qui renvoient à des études plus anciennes. Et finalement, chaque cycle me permet finalement d'aborder un autre domaine d'études après. Et comme ça, saut successif par saut successif, j'arrive à des sujets qui peuvent m'éloigner parfois beaucoup du point de départ. Mais je fonctionne comme ça. Voilà, c'est une sorte de spirale en fait, voilà. qui irait en s'élargissant. Alors, quel est le lien entre la traite et le marché? La traite, après tout, c'est une forme de marché. Oui, tout à fait. Les traites des esclaves, d'ailleurs pas simplement les traites négrières, mais
Là, je travaille sur un dossier pour la documentation photographique et j'étais ce matin à travailler sur les pages sur les traits des esclaves en Europe entre le 8e et le 12e siècle. Et à l'époque, il y a des flux d'esclaves très très importants en Europe et en direction finalement du sud. Les esclaves européens sont vendus à l'Empire byzantin ou bien à l'Empire musulman. Et donc, je dirais que toutes les traites, tous les renvoient forcément à l'existence de marchés. Et d'ailleurs, dans le premier chapitre du livre, ici, je rappelle que selon Émile Benveniste, les premiers mots... Oui, Benveniste, le fameux linguiste. Voilà, hein, les premiers mots qui finalement ont été utilisés pour dire le marché, la valeur, acheter, vendre, etc. Les premiers mots dans les langues indo-européennes pour dire cela, finalement, sont appliqués au commerce des êtres humains. Donc on peut dire que les mots pour dire le marché, originellement, dans les langues indo-européennes, sont liés à la réduction de l'esclavage d'êtres humains. Donc on voit bien que marché et esclavage sont liés. Alors ça signifierait que le marché est contemporain, enfin plus que contemporain, est la cause, le signe aussi en même temps, d'une violence terrible faite à l'être humain, transformé en marchandise. Est-ce que ça signifie pour autant que les sociétés non marchandes, que les sociétés pré-marchandes étaient des sociétés idylliques ? Non, évidemment non. Ce que je viens de dire montre que finalement l'irruption du marché tel qu'on le conçoit aujourd'hui a été perçue comme brutale dans des sociétés qui ne fonctionnaient pas forcément de cette manière-là. Néanmoins, les sociétés d'avant le marché, elles connaissaient l'échange, puisque l'échange est très ancien. L'échange n'est pas le marché. Le marché, c'est un échange régularisé sur une grande échelle, etc. Mais les sociétés connaissaient donc l'échange depuis très longtemps. C'est-à-dire le troc. Le troc ou même des échanges à très longue distance. On trouve dans la tombe de Toutankhamon de l'ambre de la Baltique. Donc vous imaginez, vers 1320-1340 avant Jésus-Christ, les circuits commerciaux entre l'Égypte et puis la Baltique, à travers les mers, les déserts, les montagnes, etc. Donc il y a des marchés, des échanges depuis très longtemps et des marchés. Mais il y a des sociétés où finalement le marché ne domine pas la vie sociale, où le marché est intégré dans un ensemble plus vaste. Encore une fois, Benveniste rappelle que ce qui a fait le mot créance vient d'un terme cred qui veut dire confiance. La confiance que l'on accorde en un Dieu, et comme il accorde la confiance, on peut peut-être espérer avoir en retour un bienfait. Tout ça pour montrer que dans des sociétés anciennes, l'échange et le marché pouvaient exister, mais il y avait quantité de règles religieuses, morales et autres qui faisaient que ce marché était un petit peu limité, contraint. Il ne dominait pas comme aujourd'hui. Pour autant, ce ne sont pas des sociétés idylliques. Je prendrai l'exemple des Indiens de la côte nord-ouest du Pacifique, c'est-à-dire entre le sud de l'Alaska et le nord de la Californie. Ce sont des sociétés qui se sont développées sans contact avec les mondes européens ou autres. Donc, si perversion il y a, elle n'est pas vue d'extérieur. Lorsqu'on les découvre au XIXe siècle, elles fonctionnent encore pratiquement en vase clos. Or, dans ces sociétés-là, il y a ce qu'on appelle le potlatch. C'est-à-dire que les riches rivalisent en cadeaux et contre-cadeaux, on s'offre, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que dans ces sociétés-là, où le marché ne domine pas, où ce n'est pas l'échange marchand qui l'emporte, il y a des sociétés très inégales, où des gens peuvent accumuler des fortunes et pratiquement avoir l'impression de les donner pour rien. Donc les sociétés d'avant le marché ne sont pas des sociétés forcément égalitaires, où l'on vit sans problème. D'ailleurs, les mêmes Indiens de la côte nord-ouest du Pacifique connaissaient l'esclavage. 20% de la population était composée d'esclaves. Et si on ne connaît pas de révolte dans ces sociétés-là, c'est parce que chaque mouvement de rébellion était puni immédiatement par la mort. Donc, voilà. Les sociétés d'avant le marché qui dominent ne sont pas forcément des sociétés idylliques. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le marché vient à occuper une place centrale dans une société ?
Alors ça, c'est une excellente question. Disons que dans les livres, je réponds pas tout à fait à la question. C'est pour ça que je la pose. Voilà, je réponds à la question d'une certaine manière. J'essaie de montrer, le titre « Et le marché devint roi », comment le marché est devenu roi dans les esprits. Ce qu'il faudrait faire également, je le fais par petites touches dans le livre, mais c'est pas l'idée essentielle. C'est comment le marché est devenu concrètement roi dans les mécanismes des sociétés, etc. Voilà. Comment le marché est devenu roi dans les esprits, c'est la deuxième partie du livre, c'est en essayant d'élaborer un argumentaire pour légitimer le commerce, pour légitimer le marché. Parce que ce que je disais tout à l'heure, les mots pour dire le marché au départ servent à qualifier l'esclavage, ça prouve que dès le début, l'irruption du marché a été considérée comme un phénomène brutal et a suscité des réactions très dures. On pense aujourd'hui que voilà, c'est depuis les crises boursières des années 2000 qu'il y a des critiques de plus en plus vives du marché. En fait, les critiques apparaissent avec le marché lui-même. Et donc, il a fallu établir un argumentaire pour répondre à ces critiques. Et c'est ainsi que le marché a pu devenir roi un peu dans les esprits. Voilà. Alors cet argumentaire, je sais finalement, un peu comme les briques élémentaires de la vie, d'essayer de voir quels sont les éléments essentiels de cet argumentaire, qui, selon les époques, sont les lieux, se combinent de manière différente. Mais on retrouve toujours les mêmes éléments. En fait, il y en a deux ou trois. Le premier, c'est que... On va oui. Peut-être venir aux arguments à la fois pour et contre, mais avant ça, j'aimerais qu'on clarifie un peu les termes, parce que dans ce livre, il est tantôt question de marché, tantôt de négoce, tantôt de commerce, tantôt de capitalisme. Ce sont des termes liés, mais qui évidemment ne sont pas rigoureusement équivalents. Est-ce qu'on pourrait essayer de clarifier les concepts ? Oui, alors l'échange peut revêtir diverses formes. La plus ancienne, plus élémentaire, mais qui parfois est très complexe, c'est le troc. Donc si l'échange apparaît avec l'homme, animal social, le marché, lui, est quelque chose, c'est lorsque l'échange répond à des règles qui sont socialement admises, et puis lorsqu'il s'organise sur de plus vastes espaces. Ensuite, le marché, l'existence d'un marché n'implique pas forcément l'existence du capitalisme. Alors le capitalisme, il y a pratiquement autant de définitions que d'auteurs. Et puis Michel Moreno écrivait que peut-être l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à définir le capitalisme, c'est qu'il a d'abord été perçu comme quelque chose de dangereux, et qu'il y a une sorte d'attirance et de répulsion, et qu'on a du mal à se positionner, à décrire ce phénomène-là, quoi. Mais en tout cas, Fernand Braudel disait que le capitalisme, c'est un peu le visiteur du soir. Il arrive quand les marchés commencent déjà à prendre de l'importance. Et donc, à mon sens, le capitalisme prend toute son importance lorsque le marché arrive à dominer soit un secteur entier d'une économie, soit, comme aujourd'hui, la société dans son ensemble. Quant aux marchands, quant aux financiers, etc., je commence dans le livre à parler plutôt des marchands, des négociants, parce que le capitalisme, historiquement, il a d'abord été un capitalisme commercial, ensuite un capitalisme industriel, et un capitalisme aujourd'hui, on le sait, de plus en plus financier. Voilà pourquoi dans le livre, au début, je parle plutôt des commerçants, puis après des industriels, et puis à la fin, plutôt des financiers. Alors, venons-en aux arguments, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas un livre d'économie, c'est un livre d'histoire, c'est un livre d'historien, c'est un livre qui retrace les arguments en faveur du capitalisme ou les arguments hostiles au capitalisme. Alors, on va commencer par les arguments hostiles. De quelle nature sont-ils? Par qui ou par quel genre de personnes sont-ils mis en avant et à quelle époque? Oui, excusez-moi, je suis un peu malade encore. L'une des premières critiques du marché, c'est que le marché, finalement, conduit à une diversion ou une perversion par rapport à ce que devrait être l'idéal d'une vie humaine. C'est ce que disent les philosophes, ce que disent également les hommes de Dieu, quelles que soient les religions, tous ceux qui pensent que finalement l'homme ne peut s'accomplir que dans un au-delà des choses.
Et donc le marché, forcément, c'est quelque chose qui fait que l'on perd cette perception, ce chemin, et que on se satisfait de choses et d'autres. Voilà. Et donc il y a des critiques, des philosophes et des hommes de Dieu depuis pratiquement toujours. Lorsque la philosophie grecque apparaît, la philosophie grecque se définit d'abord contre l'usage monnayé du savoir. C'est Platon qui critique notamment les sophistes. Les sophistes sont des gens qui écrivent parfois des choses comme d'autres philosophes, comme Platon, dont on n'a pas forcément conservé trace. Mais Platon critique les sophistes parce qu'ils se servent de leur capacité à penser et de leur art de la rhétorique pour convaincre et pour gagner de l'argent. Alors que Platon nous dit, et les philosophes grecs nous disent que la vraie philosophie, finalement, n'a pas pour objet de monnayer le savoir. Donc on peut dire que ça paraît avec la philosophie grecque, déjà. Les arguments religieux contre le commerce, contre le marché, de quelle nature sont-ils ? Alors là, je me suis cantonné au monde occidental, avec quelques éclaircissements, parfois quelques données sur d'autres mondes américains ou asiatiques, mais dans le monde occidental, si la philosophie grecque est essentielle, la Bible l'est aussi. Et dans la Bible, vous le savez, il y a une différence fondamentale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, finalement, Dieu récompense matériellement tous ceux qui, presque aveuglément, vont suivre ses préceptes. Abraham qui est en train de sacrifier son fils, l'ange Gabriel arrive, arrête sa main, mais Abraham qui aurait accepté de sacrifier son propre fils, l'ange lui dit que finalement sa postérité pourra conquérir des régions entières. Lorsque les Hébreux captifs en Égypte se préparent à partir à travers le désert, etc., eh bien, on leur dit de dépouiller les Égyptiens de leur argent, de leur or, etc. Donc, dans l'Ancien Testament, les choses matérielles sont loin d'être critiquées, d'être mises à distance. Dans le Nouveau Testament, c'est tout à fait l'inverse. On nous y raconte par exemple qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, et puis c'est l'épisode célèbre également de Jésus qui chasse les marchands du temple. Parce que la seule présence des marchands dans un lieu sacré est perçue comme une souillure. Donc il y a une différence fondamentale entre ces deux parties de la Bible, et on pourrait dire qu'à partir du Nouveau Testament, l'argent, le marché, est mis à distance, et un petit peu comme la philosophie grecque, est perçu comme une diversion, quelque chose qui désoriente, qui peut pervertir. D'ailleurs, le prêt à intérêt est longtemps condamné par l'Église. Oui, tout à fait, jusqu'à saint Thomas d'Aquin. Le prêt à intérêt jusqu'au XIIIe siècle est interdit. Maintenant, j'ai voulu être simple dans le livre, mais j'aurais pu citer d'autres exemples, comme la parabole des deniers ou la parabole du bon serviteur. C'est dans Matthieu 25, je crois. Où là, finalement, quelqu'un a de l'argent à donner, il part en voyage, et donc il donne de l'argent. Enfin, ce ne sont pas des deniers, des talents. Il donne de l'argent à plusieurs de ses serviteurs. Et puis à son retour, il demande ce que ses serviteurs ont fait de cet argent. Alors certains, l'un notamment, a eu peur, a voulu jouer la sécurité, et il a enfoui l'argent, et donc il a eu un talent au départ. Il donne un talent au retour de son maître. Les autres ont été un peu plus astucieux, et l'un a placé son argent en banque. Et donc pour un talent, il lui en donne 4 ou 5. Et là, la conclusion, c'est que le bon serviteur, c'est celui qui a rapporté le plus de talent. On peut interpréter ça de manière fort différente. On peut dire, voilà, c'est une justification de la banque, etc. Pas du tout. C'est que le bon serviteur doit être utile à son maître. Alors, dans une autre sphère que
que la sphère évangélique, il y a un argument qui revient souvent contre le marché, c'est le marché comme incitation à la démesure humaine et le marché source de violence entre les hommes. Hein. Oui, alors ce sont deux critiques qui sont un peu connectées, mais en même temps différentes. Et la première illustration de cette critique, source de démesure, hein, l'hybris chez les Grecs, la démesure, c'est chez Aristote. Aristote, il définit deux choses. L'économique, qui est finalement l'art de gérer l'oikos. L'oikos, c'est l'économie familiale. Hein, et l'économique répond, selon Aristote, à des règles liées à la nature, donc c'est bon. Hein, même si, pour bien gérer son domaine familial, on peut avoir recours à l'esclavage, au rapt, etc. Hein, pour ça, Aristote, c'est naturel. Et puis, il y a ce qui le différencie de l'économique, c'est la crématistique. La crématistique, dit-il, c'est une sorte de technique. Et d'abord, la technique, Aristote n'apprécie pas trop, c'est presque péjoratif. C'est une technique qui permet de faire de l'argent. Mais de faire de l'argent pour faire de l'argent. Et Aristote arrive à dire que finalement, la crématistique conduit à pervertir l'ordre social. La monnaie devient non plus un outil, mais une fin en soi. Le général va travailler non pas pour sauver sa cité, mais pour amener du butin. Le médecin va travailler non pas pour sauver des hommes, des vies, mais aussi et surtout pour gagner de l'argent. Et donc, dès la politique d'Aristote, on a cette critique de l'argent qui devient une fin en soi et qui est une source de démesure. Alors, là, on a fait le tour des principaux arguments hostiles au capitalisme. On a oublié quelque chose d'important. Alors, on a oublié notamment le fait que le marché soit perçu comme un élément favorisant la guerre entre les hommes, la guerre sociale. Dans des sociétés où on pense que finalement les richesses sont fermées, où le gâteau se partager finalement est fixe. À partir de ce moment-là, si quelqu'un prend une part, cette part-là fait défaut aux autres. Et donc, il y a cette idée qui traverse les siècles, que finalement la poursuite de la richesse, la volonté personnelle de s'enrichir ne peut se faire qu'au détriment des autres. On a cela à la fois en interne, au sein de certaines nations, et puis on a ça également, je dirais, entre différentes nations, où on pense que finalement, si par exemple l'Occident se développe, c'est forcément en exploitant, parce que d'autres régions du monde s'appauvrissent. C'est l'idée que finalement, il y a des échanges à sens unique, et que l'enrichissement des uns conduit à l'appauvrissement des autres. Il y a donc des gagnants et des perdants d'une sorte de guerre sociale. Alors passons maintenant aux arguments en faveur de l'économie de marché. On peut dire que ces premiers arguments en fait sont contemporains précisément de l'émergence de l'économie de marché, enfin du moins dans nos sociétés occidentales, disons vers la fin du Moyen Âge. Et à ce moment-là, on a des marchands qui disent, après tout, le métier que nous faisons n'est pas un métier indigne. Il y a bien des valeurs qui sont indispensables à l'exercice de ce métier. Et apparaît ce qu'on appellera plus tard l'éthique du capitalisme. Oui, parce que avant que le marché devienne cette abstraction là, qui est censée diriger le monde. Hein. Le marché, c'est des marchands quand même. Avant, voilà, le marché, ce sont des hommes, ce sont des marchands qui l'incarnent. Et comme je disais, le capitalisme, d'abord, il est un capitalisme commercial. Et ces commerçants, même s'ils gagnent de l'argent, ils sont dans les sociétés d'Ancien Régime, dans les sociétés aristocratiques, ils sont souvent très très mal considérés. Hein. Dans ces sociétés aristocratiques où finalement les élites ont l'impression ou veulent donner l'impression que leur supériorité est de nature, ceux qui peuvent s'enrichir sont perçus comme des concurrents, comme des gens qui menacent leur prééminence dans la société. Et donc dans ces mondes aristocratiques, le marchand est décrit imperturbablement comme quelqu'un de vil,
le marché, c'est déshonorant. À Java, au XVIIe siècle, les marchands sont classés dans des ouvrages pratiquement à côté des opiomanes ou des voleurs, etc. Dans le monde grec ancien, Hermès est à la fois le dieu des voleurs et puis le dieu des marchands. Donc il y a un discrédit général pendant des siècles qui pèse sur le marchand. Ce qui veut dire que l'éthique, la défense du marché commence par la réhabilitation de l'image du marchand. Et cette réhabilitation passe notamment par l'idée, pas forcément que le marchand travaille. Parce que dans les sociétés de l'époque, le travail n'est pas forcément valorisé socialement. Et même aujourd'hui d'ailleurs. Quand quelqu'un réussit un examen, un concours, il dit « bon, j'ai pas trop travaillé, etc. » Parce que ça fait bien de montrer que naturellement on peut réussir. Donc à l'époque encore, le travail est encore moins valorisé qu'aujourd'hui. Donc le négociant n'insiste pas sur l'idée qu'il travaille pour montrer qu'il est utile à la société. L'idée du travail, il l'inculque à ses enfants. Mais il n'en fait pas un étendard pour défendre le négoce. Alors sur quoi est-ce qu'il insiste? Il insiste notamment sur le fait que être négociant, ça nécessite des compétences. On le voit sur, ce qui est la première de couverture, un élément d'un tableau, Le Changeur et sa femme, de Quentin Médicis, où on voit là deux personnes, l'homme et la femme, donc qui travaillent dans la famille, et qui sont en train de rayer des pièces. Bon, dans le tableau, en général, on a autre chose, on a des livres, on a une balance, etc. Des livres, des connaissances, une balance, l'idée d'un équilibre. L'exercice du négoce nécessite des compétences, un savoir technique, etc. Et puis, on va plus loin, on insiste sur le fait que dans le négoce, on ne peut pas réussir si on ne répond pas à certaines règles minimales. Si on n'est pas un petit peu honnête. C'est le fait que le crédit c'est à la fois l'argent que l'on emprunte, mais c'est aussi la confiance que l'on inspire. Et dans nombre de sociétés, c'est parce qu'on inspire la confiance qu'on peut emprunter de l'argent. Il y a une histoire que je raconte qui est celle d'un négociant nantais du XVIIIe siècle, un négociant en amateur négrier, dont le fils est parti à Paris à dépenser l'argent du père en s'amusant avec des filles parisiennes, etc. Et ses amis lui disent « faut envoyer la maréchaussée à ses trousses, voilà ». Et lui répond « non. Si ça se sait, plus tard, plus personne ne voudra faire affaire avec lui si on sait qu'il a volé l'argent de son père. » Donc tout ça nous dit que il y a une certaine morale des affaires, au moins en apparence. Parce que ces gens-là font aussi des faillites frauduleuses, évidemment. Mais l'habileté du négoce a été de donner l'impression que le respect de ces règles minimales, finalement, était créateur de valeurs morales qui n'étaient pas propres à un homme, mais qui étaient propres à un ensemble, au monde des négociants en général. Et par exemple, pour lutter contre, ou pour s'opposer aux aristocrates de l'époque, l'aristocrate se manifeste par diverses manières, le port de l'épée, le duel, etc. Mais l'aristocrate, c'est aussi celui qui essaie de montrer que l'argent pour lui, c'est pas important. Et donc l'aristocrate, c'est la prodigalité ostentatoire, les dépenses, etc. Le bourgeois et le négociant, pour se différencier, essaie de montrer que lui, il est économe. Il gagne de l'argent, mais il ne dépense pas tout. Et donc, le souci de l'économie s'oppose à la prodigalité ostentatoire de l'aristocrate. Donc voilà comment petit à petit, les négociants eux-mêmes essaient de donner l'image d'un monde vertueux. Alors ça, c'est l'argument de l'honorabilité du commerce. Il y a un autre type d'argument, c'est l'utilité du commerce. Oui, alors Savary, qui est l'auteur d'un best-seller, Le Parfait Négociant. Le Parfait Négociant, la première édition doit dater de 1675, et puis il est réédité après au XVIIIe siècle en permanence. Il y a des informations commerciales, des techniques, etc. Et puis il y a une longue introduction. Et dans l'introduction, Savary écrit que le commerce est nécessaire, parce que Dieu l'a voulu, on y reviendra peut-être, mais il n'est pas suffisant que le commerce soit nécessaire, il est également utile. Alors utile à qui?
lorsqu'il écrit, évidemment, il veut faire plaisir à ceux qui comptent à l'époque. Et donc, au XVIIe siècle, l'utilité, c'est d'abord le prince. Le prince, à quoi le commerce peut-il être utile pour les princes, pour les grands? Antoine de Montchrétien, dans son traité d'économie politique en 1619, le dit. Grâce au commerce, et les mercantistes le disent aussi, grâce au commerce, on peut drainer les métaux précieux des autres nations. Grâce à cela, on peut en faire parvenir une partie dans les caisses de l'État. Ça finance la diplomatie, ça finance les guerres, ça finance les grands travaux. C'est donc grâce au commerce, notamment international, que les grands peuvent mener leur politique. Donc l'utilité du commerce, c'est d'abord l'utilité pour les grands. Et puis, quand les sociétés évoluent, quand les sociétés deviennent plus démocratiques, eh bien, le discours change, mais en apparence. Il reste l'idée de l'utilité du commerce, mais évidemment, au XVIIIe siècle, dans l'encyclopédie, il est plus de bon ton que de dire que ce sont les grands qui doivent bénéficier du commerce. Et on a dit clairement que l'une des utilités du commerce, c'est de permettre au plus grand nombre possible d'hommes de vivre décemment. Et donc là déjà, le XVIIIe siècle, ce ne sont plus les grands. Si le commerce est utile aux citoyens, à la nation. Le XVIIIe siècle également contemporain est de notre idée. C'est l'époque où Montesquieu pense que les nations les plus commerçantes sont les plus policées. C'est l'époque où on pense que l'essor du commerce va rapprocher les nations, que les guerres vont disparaître. Et on pense que finalement, le progrès, le commerce, le doux commerce, comme on le dit à l'époque, est un des éléments des progrès de l'humanité. Vous voyez, on passe des grands à la nation, à l'humanité. Et aujourd'hui, que nous dit-on que c'est grâce à la croissance que finalement les écarts de richesse entre pays riches et pauvres vont s'amenuiser, et grâce à la croissance que les écarts internes dans chaque pays vont s'amenuiser aussi. Donc, on a toujours cette idée de cet élément premier, cette brique élémentaire, l'utilité. Hein. Mais vous voyez bien que selon les époques, les contextes, cette utilité est déclinée différemment. Alors, il me semble qu'il y a une troisième brique dans les argumentations en faveur du marché, c'est-à-dire non seulement le marché est honorable, non seulement le marché est utile, mais en plus son développement est inéluctable. Oui, on n'y peut rien. Voilà, c'est un fait. On n'y peut rien. Donc l'homme n'a plus qu'à accepter. Et c'est un argument très ancien. Savary, encore une fois, en 1675, et auparavant Dubartas en 1578. Dubartas est un protestant, Savary un catholique. On peut peut-être retrouver des éléments plus anciens, mais au moins dès le XVIe siècle, on écrit que c'est Dieu qui a voulu l'existence même du commerce. Dieu a volontairement réparti les richesses de manière inégale sur la terre pour forcer les hommes à s'entraider par le biais de l'échange commercial. Et donc, dans ce cas de figure, le commerce, c'est un peu l'aiguillon qui conduit les hommes vers la loi d'amour et vers leur rédemption. Et grâce au commerce, vous allez vous entraider. Hein. Alors tout le monde nous dit que Dieu a voulu. Hein. J'ai lu la Bible, j'ai peut-être pas... pourtant j'ai fait très attention, mais j'ai jamais trouvé de référence explicite à cela dans la Bible. En tout cas, tout le monde s'y réfère. Hein. XVIIe siècle, XVIIIe siècle, même dans l'encyclopédie, on fait référence à cela. Dans des dictionnaires d'économie politique du 19e, on le rappelle encore. Bref, Dieu a légitime l'existence même du commerce. Le commerce, c'est une sorte de fruit à croquer. Hein. C'est pas la pomme d'Adam et Ève, au contraire, c'est un fruit bénéfique. Et puis, l'idée que le commerce s'impose aux hommes n'est pas simplement articulée à un argument providentiel. Elle est aussi articulée à un argument un petit peu évolutionniste. Alors, on a un peu perdu, nous, cela de vue. On a oublié qu'au XIXe siècle, les théories évolutionnistes dominent très largement. Et pas simplement les théories évolutionnistes dans le vivant. Hein. On pense que tout a évolué, tout évolue de manière plus ou moins linéaire, tout évolue en se complexifiant, tout évolue en progressant, y compris la morale, la guerre, etc. Hein. Et donc,
Au XIXe siècle, on pense qu'il en va de même du marché, du commerce. Il apparaît avec l'homme. On nous dit que finalement, le chasseur a échangé les fruits de son travail avec le cueilleur. Voilà. Puis petit à petit, le commerce s'est développé, il s'est civilisé, il a progressé. Et donc le commerce, dans ses théories évolutionnistes, il est un fait aussi presque naturel qui s'impose à l'homme. Maintenant, il y a un autre élément dans ces théories évolutionnistes. C'est que l'on pense que, grâce à la raison, on va peut-être pouvoir déchiffrer un petit peu les lois de la nature et comprendre pourquoi, justement, les choses évoluent dans ce sens-là. Et c'est là qu'apparaît l'un des grands espoirs de la science économique naissante. Les premiers économistes sont d'abord des généralistes. Adam Smith écrit son fameux livre sur la richesse des nations en 1776. Mais Adam Smith, on le sait moins, il est aussi l'auteur d'un ouvrage considérable sur la théorie de la morale. Et finalement, Smith ou bien les physiocrates, les économistes français de la fin du XVIIIe siècle, ils espèrent un petit peu, grâce à un travail intellectuel, trouver les lois qui font fonctionner l'économie. En les trouvant, en les diffusant par la parole, par l'éducation, etc., ils ont l'impression qu'on va pouvoir vivre dans des sociétés meilleures. Et donc, il y a le projet de ces premiers économistes, c'est un projet un peu merveilleux, c'est un peu Prométhée, hein. Prométhée qui dérobe le feu aux dieux pour l'apporter aux hommes. Les économistes retrouveraient les lois, hein, et les apprendraient aux hommes pour vivre mieux. La science économique a, à mon sens, ensuite un petit peu mal évolué. Du moins une partie de la science économique. Les économistes, il y a des économistes qui appartiennent à des écoles très très différentes. Il y a des débats très importants chez les économistes, et tous sont loin d'être friands de mathématiques. Mais je dirais qu'il y a une tendance dans l'économie actuelle qui est celle de la mathématisation croissante. Avec l'idée que finalement, et c'est vrai, c'est l'un des éléments essentiels des mathématiques, c'est que pratiquement tout peut être traduit en langage mathématique. Maintenant, à partir du moment où tout peut être traduit en langage mathématique, on a l'impression qu'une théorie, dès lors qu'elle est mathématiquement fondée, finalement, elle est forcément juste. Alors qu'une théorie, peut-être que son auteur a évacué tel et tel élément qui ne rentrait pas dans son modèle au départ. Et donc, le fonctionnement, la logique peut être tout à fait parfaite, mais le modèle ne correspond peut-être pas forcément entièrement à la réalité. D'autant plus qu'il y a des modèles très différents produits par des économistes, et s'il y a des modèles très différents, c'est que forcément, aucun d'entre eux ne correspond tout à fait à la réalité. Alors, je dirais qu'il y a cette mathématisation croissante de l'économie, et qui arrive finalement à une chose à peu près comparable à l'évolutionnisme ou à l'idée que Dieu a voulu imposer des lois aux hommes. Finalement, on n'y peut rien. Il y a des lois, c'est pas Dieu, c'est pas l'évolution, mais il y a des lois économiques qui s'imposent. On ne peut rien faire contre. Alors, je vous disais que l'ouvrage était très très pédagogique. Nous continuons à en épouser la forme. Une première partie sur les arguments hostiles au marché, une deuxième partie qu'Olivier Grenouillot vient d'exposer sur les arguments favorables au marché, où on voit l'émergence d'une éthique du capitalisme. Le marché est une activité légitime, est une activité utile, est une activité nécessaire. Et puis on en vient à la troisième partie, qui est un regard sur notre actualité. Troisième partie joliment titrée, lorsque devenu roi, le marché semble ne plus devoir être justifié. Et cette partie s'ouvre sur un chapitre sur les rapports entre l'État et le marché. Aujourd'hui, la vulgate
économique et peut-être surtout politique tend à opposer l'État au marché, l'État qui serait là pour réguler le marché, mais tu expliques qu'historiquement, il en est allé souvent tout à fait autrement. L'État, au contraire, au service du marché. L'exemple au XIXe siècle du développement du chemin de fer, tellement important pour l'essor de la société industrielle, chemin de fer largement financé par la puissance publique. Oui, alors les rapports entre l'État et le marché sont un rapport très, très complexes. Et je dirais que les acteurs du marché ont d'abord été, très critiques vis-à-vis de l'État, parce que l'État, d'emblée, il légifère, il intervient, il contrôle, il taxe, etc. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'émergence du libéralisme économique à la fin du XVIIIe siècle. Dans un contexte d'État qui intervient sans arrêt, on comprend mieux cette volonté d'un peu plus de liberté économique. Même si, y compris les libéraux, même si les acteurs du marché demandent à la fois des libertés, quand tout va bien, et des protections, quand les choses vont plus mal. Mais donc, dans un premier temps, l'État, il intervient, il légifère, etc. Mais je dirais qu'il y a eu toujours une sorte de solidarité conflictuelle entre l'État et puis entre les États et les marchés. Parce que si l'État intervient, en même temps aussi, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on pense pendant très longtemps que c'est grâce au commerce extérieur qu'on peut drainer les métaux précieux des autres, que l'État peut financer ses politiques, l'État a essayé d'encourager les marchés. Et je dirais que si on observe l'histoire de l'Europe et de l'Europe occidentale, l'État-nation a joué un rôle, à mon sens, très important dans l'essor des capitalismes. L'État-nation est aujourd'hui parfois critiqué pour diverses raisons. Mais économiquement parlant, il a permis à des capitalismes de se développer. À la fois dans un cadre national et même des capitalismes lointains. Les commerces coloniaux au XVIIIe siècle sont des commerces réservés parce qu'il y a des monopoles des États. Les négociants français sont les seuls à pouvoir négocier avec les colonies françaises, les négociants anglais les seuls à négocier avec les colonies anglaises, etc. Et donc ces monopoles, ces règles ont permis à ces capitalismes nationaux de se développer. Et on pourrait remonter même beaucoup plus loin dans le temps. C'est au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ que les premiers lingots d'électrum, l'électrum c'est une sorte d'alliage entre de l'argent et de l'or, que les premiers lingots d'électrum circulent, les lingots frappés. Ils circulent en Ionie, en Asie mineure. Et ça correspond à l'époque où apparaissent aussi des premières cités-États. D'emblée, les cités-États, les États et le marché ont marché un peu main dans la main. Maintenant, les choses sont un peu renversées. Avec le temps, il est clair que ce sont de plus en plus les marchés qui imposent un petit peu leur vue aux États aujourd'hui. Et alors, il semble, et là on approche de la conclusion du livre, qu'on soit entré aujourd'hui dans une nouvelle époque. Ce n'est plus seulement l'économie de marché, mais c'est la société tout entière qui devient une société de marché avec l'apparition de phénomènes alors qui prennent une forme nouvelle, mais qui renouent avec un passé très ancien. La marchandisation du corps, la réapparition de certaines formes d'esclavage. Est-ce que tu peux développer un peu ce point ? Oui, alors il y a différents éléments qui, notamment l'affirmation de l'individu. L'individu roi qui est libre de faire ce qu'il veut. Et qui est libre de faire ce qu'il veut, et qui est libre également d'exploiter ou de vendre une partie de son corps. Il y a un très beau livre de Philippe Steiner, un sociologue, sur le marché des organes, ce qu'il appelle le commerce des êtres humains en morceaux. Vous savez qu'il y a des trafics illégaux d'organes, mais il y a aussi la volonté parfois de réguler. L'Iran est le seul État au monde qui, depuis 1988, organise légalement l'achat et la vente d'organes. Et puis il y a, c'est ce que tu disais aussi, ces nouvelles servitudes. Qu'on appelle parfois des formes d'esclavage. Parfois, ce ne sont pas forcément des formes d'esclavage.
Mais il est vrai qu'il y a de plus en plus de contraintes qui pèsent sur les hommes, du fait notamment à la fois de l'émergence de l'individu roi et puis de l'émergence du capitalisme roi aussi. Et donc le processus de marchandisation du monde ne fait que se renforcer. C'est-à-dire que la marchandisation du monde, c'est la possibilité de transformer toute chose en un élément que l'on peut acheter ou vendre, y compris l'homme en morceaux. Avant de passer la parole à Philippe, une dernière question qui serait une question un peu plus de méthode, puisque j'imagine qu'il y aura des questions de la salle aussi sur comment sortir de la situation actuelle. Question de méthode. Tu as employé plusieurs fois l'expression de briques pour qualifier l'argumentation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu ahistorique dans ce livre, une sorte de situation de surplomb et qui ferait circuler les arguments, les uns pour, les autres contre, quelle que soit leur origine, quel que soit le moment de l'histoire ou le type de société dans laquelle ils sont apparus? Alors c'est une question très pertinente. Et il y a les deux à la fois. C'est un livre d'histoire, donc ça ne peut pas être ahistorique. C'est un livre d'histoire et j'insiste sur le fait, je l'ai montré tout à l'heure, à partir de l'exemple de l'utilité du commerce, que cette brique élémentaire dans le discours qui légitime le commerce est sans cesse recombinée. Dans un contexte, c'est l'utilité pour le prince, après pour la nation, etc. Et donc, c'est un livre d'histoire, puisque à chaque fois, j'essaie de montrer comment ces éléments, pour ou contre, sont contextualisés. Maintenant, ce qui, en tant qu'historien, me surprend aussi en partie, c'est que, malgré tout, les briques à l'origine de ces combinaisons multiples, les briques élémentaires ne sont pas si nombreuses que cela. Et finalement, des invariants, en somme. Oui et non, parce que ces briques sont toujours là, mais la manière dont elles se combinent peut parfois faire changer carrément de nature le discours. Donc c'est à la fois la recherche d'invariants, mais montrer comment ces invariants, monsieur j'aime pas tout à fait ce terme, se contextualisent à chaque fois sous des formes différentes. Philippe? Oui, alors... Moi, ça va être très très court parce que Thierry a déjà finalement vous a entraîné à réexpliquer tout ce que vous expliquez dans votre ouvrage. Mais la question qui m'intéresse, et vous l'avez évoqué, c'est la relation entre le prince et le marchand. Est-ce que derrière tout ça, parce que c'est pas très explicite dans ce que vous dites, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas la question du pouvoir? C'est-à-dire qu'on a une relation qui est ambiguë, c'est-à-dire on est alliés de temps en temps, et en même temps, on a l'impression qu'il y a une course à la domination de l'autre. C'est-à-dire le prince, avec ses outils, essaye de contrôler le marchand, qui lui échappe peut-être d'une certaine manière au pouvoir du prince qui s'exerce sur un territoire. Or, lui, le marchand, sort du territoire pour exercer son négoce, en quelque sorte. Et ce qui m'intéresse, c'est un peu cette relation entre le prince et le marchand et le fait que, est-ce que c'est pas finalement la recherche du pouvoir qui guide cette relation? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas dire que justement le marchand a gagné d'une certaine manière face au prince? Alors aujourd'hui, le marchand n'a pas gagné, le financier et le spéculateur l'emportent. Le marchand n'a pas gagné. Maintenant, il est vrai que les relations de pouvoir sont essentielles pour le prince ou pour l'État. Si l'État finalement favorise l'apparition des premières monnaies, des premiers lingots, d'électrum, si les États favorisent cela, c'est parce que finalement ça sert la puissance des États. Le fait de pouvoir battre monnaie, c'est essentiel. Et pendant des siècles, les États ne sont pas finalement gênés de faire des manipulations monétaires, de changer la part de métal précieux dans les pièces et puis en conservant le cours nominal des pièces. Donc pour l'État, c'est clair. Il y a l'idée, à travers
le rapport au marché, aux marchands, aux financiers, etc., c'est un élément de pouvoir. Pour les marchands, dans un premier temps, à l'époque du capitalisme, je dirais, commercial, c'est simplement échapper à des contraintes pour faire fortune plus rapidement. Peut-on parler aujourd'hui d'une finance internationale qui... Mais est-ce que le marchand n'essaye pas d'influencer ensuite le prince pour favoriser encore plus ses affaires d'une certaine manière? Toujours, toujours. Il y a toujours eu des lobbies, des groupes de pression, et toujours les marchands ont essayé d'influencer. Mais je dirais que, y compris dans les sociétés démocratiques, aux États-Unis aujourd'hui, il y a des lobbies de toute nature, et la présence d'un groupe de pression n'est pas en soi un élément, je dirais, critiquable ou non démocratique. Ça met dans ces lobbies agissent, ce pouvoir qu'ils peuvent avoir, c'est leur influence qui peut être déterminante ou pas, qui font qu'il y a dérive ou pas. Ok. Enfin, on est quand même dans un monde où aujourd'hui, quelques grands groupes, quelques multinationales sont plus puissantes que les États. Faute d'une gouvernance économique mondiale efficace, oui, souvent. Eh bien, écoutez, le moment est venu de faire circuler le micro pour que vous preniez la parole. Donc, qui souhaite questionner, objecter, témoigner, critiquer, approuver, commenter. Si. Moi, je vais peut-être relayer la question de Philippe sur les relations entre le prince et l'État d'une autre manière et à partir d'un fait. Je pense à la Banque européenne, à la fameuse Banque européenne, qui a pour règle de ne pas, entre autres, de ne pas prêter aux États. Alors là, expliquez-moi comment on pourrait dire, à partir de cet exemple, que le marché n'a pas pris le pouvoir sur les princes européens en la matière. C'est comme si les princes avaient accepté de se couper le bras en matière d'intervention monétaire, ce qui est quand même un peu fort, et qui s'explique selon moi justement par le fait que le marché est vraiment roi, au point que le roi s'est déshabillé en l'occurrence. Oui, alors je suis historien, donc je ne vais pas forcément commenter le temps présent, et je ne suis pas économiste. Et sur certaines questions, je pourrais discuter avec vous, mais non pas en expert, en spécialiste, mais en tant que citoyen. Par contre, la Banque européenne, elle intervient de manière fort différente, suivant les contextes, là aussi. À l'époque de la crise grecque, les milieux, la Banque centrale ou les milieux économiques ont parfois laissé faire les politiques qui voulaient que la Grèce entre à toute vitesse dans l'euro, alors qu'elle était incapable de le faire, a laissé faire les politiques en multipliant pourtant les avertissements. En d'autres occasions, les mêmes personnes, lorsque les États disent qu'il faudrait peut-être assouplir certaines règles ou l'euro, etc., les mêmes personnes, au contraire, refusent toute souplesse. Donc c'est plus complexe que cela. Et comme c'est plus complexe que cela, ça veut dire, il me semble, que même si les marchés sont très importants, les États ont encore leur mot à dire s'ils souhaitent le faire. Ce livre, finalement, c'est aussi un plaidoyer en faveur d'un retour de l'État. Mais il est vrai maintenant que les États sont parfois seuls, et qu'une partie des solutions passe par, encore une fois, une gouvernance mondiale peut-être d'un autre type. Une autre intervention. Mais il y a des marges de manœuvre, il y a toujours des marges de manœuvre. Oui.
Jean-Pierre Payon. C'est plus une référence à un ouvrage fort intéressant, un roman, qui, justement, entre Charles VII et puis, comment s'appelle-t-il? Trop de mémoire. Le financier de Jacques Coeur. Et justement, c'est tout le thème de la relation entre le prince et le financier. Et on voit comment ça se termine à la fin avec le prince qui finalement réussit à dominer un petit peu et à réaliser sa politique par le fait que justement il est prince et dans le contrôle notamment de la frappe de la monnaie. Mais c'est une référence un peu ancienne, mais je vous conseille de lire ce roman, ouvrage qui est assez intéressant, voilà, et qui est un peu dans notre sujet ici. Oui, les travaux historiques sur le sujet sont nombreux, et c'est vrai, c'est un bel exemple qui montre que voilà, l'affrontement entre le financier et le politique c'est souvent terminé auparavant par la victoire du politique. Mais à une époque aussi où le politique, on prend d'autres exemples, les Templiers, le politique pouvait trucider les gens, les brûler, etc., récupérer leur trésor ou une partie. Voilà, nous sommes dans des sociétés un peu différentes aujourd'hui. Mais en tout cas, j'y reviens. Même si les rapports de force ont considérablement changé, il me semble que le politique a son mot à dire. Et il le dit, son mot d'ailleurs. Il y a deux façons de le dire au moins. Il y a répondre coup par coup aux problèmes qui se succèdent d'un jour à l'autre. Et ça, c'est évidemment indispensable. Mais je pense que la marge d'action du politique est d'autant plus grande qu'elle est un peu visionnaire et elle est là pour organiser les choses sur une plus longue période. Hein. Hobbes disait que l'État, c'est un réducteur d'incertitude. Hein, l'État, c'est celui qui voit un peu loin et qui organise les choses. Et il me semble que les États ont une marge finalement peut-être plus importante qu'on l'imagine, à condition de penser un peu plus loin, hein, et de s'organiser. Hein. Mais le problème, c'est que les effets d'abord, il faut penser plus loin. Et puis les effets de cela, de ces politiques possibles, finalement, c'est à moyen ou à long terme. Et finalement, politiquement, c'est pas forcément payant pour ceux qui mettent en place des réformes. Oui, vous nous avez dit qu'il y avait des idées pour ou contre le marché qui étaient un peu comme des briques élémentaires qui se recombinaient différemment selon les périodes. Ce qui serait intéressant, c'est de comprendre pourquoi il y a des moments où il y a des hégémonies des idées pour le marché et des moments où il y a une hégémonie contre. On l'a vu depuis les 60 dernières années avec l'hégémonie très forte des idées sociales, sinon socialistes, après la guerre, avec le programme du Conseil national de la résistance en France, mais aussi un pays comme l'Angleterre avec la victoire du Labour Party. Et puis, à partir des années Thatcher, Reagan, la revanche des néolibéraux de l'école de Chicago, comment on peut expliquer ces flux et ces reflux des idées qu'on peut voir aussi à d'autres moments, comme le moment que décrit Karl Polanyi avec la grande transformation, l'imposition des idées libérales ultra-capitalistes à la fin du XVIIIe en Angleterre. Qu'est-ce qui explique ces mouvements-là? D'une certaine manière, Karl Marx dit « les idées n'ont pas d'autonomie et sont que le reflet des forces productives ». C'est le ciel des idées. En fait, ça nous fait douter de cette idée marxiste, parce qu'il semblerait bien qu'il y ait une autonomie des idées et une autonomie qui est du poids dans les débats. Et donc, est-ce que vous avez des idées là-dessus? Pourquoi? Est-ce qu'il y aura un nouveau reflux? Et puis, d'autre part, une autre question qu'on peut se poser, mais qui est vraiment dans l'actualité présente, c'est la production des idées, dans quelle mesure elle n'est pas façonnée par le marché, au sens où on peut dire que les nouveaux clercs, ceux qui passent à la télé, ceux qui sont éditorialistes, ceux qui donnent leur avis sur le marché, est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui à 99% favorables au marché? Ceux qui sont choisis pour parler. Oui, alors il y a de nombreuses questions dans cette question. Je commencerai par le début de vos propos, lorsque vous dites que voilà, le Labour et puis ou le CNR en 45, ou enfin dans les années 50, voilà, il y avait la volonté de créer quelque chose d'autre. Oui, mais cette autre chose était quand même articulée au marché.
l'État-providence qui se met en place dans le monde occidental à partir de cette époque-là, l'économie sociale de marché comme Ludwig Erhard la met en place, c'est faire avec le marché, mais répartir de manière moins inégale finalement les profits du marché. Hein. Donc c'est pas forcément quelque chose contre le marché. D'ailleurs, peut-on au-delà finalement d'ensemble à dimension réduite, peut-on faire totalement abstraction du marché? La question est peut-être, à mon sens, plutôt, mais c'est une question énorme, celle de sa régulation. Hein. Maintenant, comme vous le dites bien, pourquoi à certains moments, des idées l'emportent plus que d'autres? Il n'y a pas de réponse globale. Il faudrait avoir une réponse pour chaque moment. Hein. Qu'est-ce qui a fait que, à partir après la Seconde Guerre mondiale, cette volonté de créer un monde plus juste? Bon, et évidemment, sont les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale qui ont joué un rôle important. Qu'est-ce qui explique qu'ensuite on a, avec Thatcher, Reagan et autres, une montée finalement d'un ultralibéralisme? Bon, là aussi, ça renvoie à des contextes très précis. Mais encore une fois, il me semble qu'il y a à la fois des contextes très précis, mais qui agissent sur des idées ou des concepts qui ne sont pas inventés forcément à ce moment-là. Ils sont plus anciens. L'ultralibéralisme, vous dites, il apparaît aussi à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, il y a une longue histoire des idées. Et puis, il y a des inflexions. Voilà, des moments où là, les contextes jouent un rôle très important. Mais il y aurait des réponses qui seraient au coup par coup, il me semble. C'était votre troisième question, quant au rapport finalement entre l'autonomie des idées, où les idées sont-elles un élément qui dépend de la superstructure économique, etc., des forces productives. Il est évident que, à mon sens, qu'il y a les deux choses à la fois. Les idées ne naissent pas du hasard, elles naissent d'un contexte, d'une éducation, d'une culture, de rapports sociaux, production et autres. Mais en même temps, on ne peut agir ou on ne peut mettre en avant des idées, les populariser, que si ça renvoie à quelque chose de préexistant chez la population. Vous ne faites pas aller des gens vers des directions qu'ils ne connaissent pas du tout, ou pour lesquels ils n'ont aucune... vous ne pouvez pas manipuler totalement les gens. Hein. Et donc voilà, il y a à la fois... Les idées sont à la fois finalement le produit de toutes sortes de contextes, mais en même temps, il y a toujours une marge d'autonomie de ces idées. L'autonomie relative des superstructures, comme on disait jadis. Qui souhaite prendre la parole? Autonomie non relative, je dirais aujourd'hui. Oui. Oui, j'ai une question qui est peut-être à côté de la plaque, mais je vais la poser quand même. On va voir. On va voir. Quand on parle de marché, moi, ça m'évoque la société de l'offre, la problématique de l'offre, et non pas de la réponse à la demande. Je ne sais pas si ma question est compréhensible ou pas. Autrement dit, quand une offre nouvelle apparaît, elle ne répond pas forcément à la demande, puisque le produit ou l'objet nouveau n'existait pas. C'est l'offre qui crée la demande, c'est ça là? C'est l'offre qui crée l'échange. La demande, je ne sais pas, mais c'est l'offre. Bon voilà, la question, elle est là. Dans cette dimension qui me paraît, moi, essentielle dans le monde développé que nous connaissons, c'est cette capacité qu'a le marché à souligner ou à faire apparaître des offres nouvelles. Oui, alors il y a deux choses. La première, oui, ce que vous dites, l'offre ou la demande, ça c'est un débat très important chez les économistes. Qu'est-ce qui est plus important, l'offre ou la demande? Et c'est un débat très important parce que de la réponse qu'on donne à cela, finalement, dépendent les politiques aussi de réponse à la crise ou autre. Donc voilà, c'est très important. Maintenant, le deuxième élément de ce que dans votre propos, c'est en quoi le marché est capable de créer
et des demandes. Oui, tout à fait. Hein. L'une des capacités du marché, finalement, sa capacité du capitalisme à se reproduire, hein, dépend de cette capacité à s'adapter, à créer de nouveaux besoins, hein, tout à fait. L'exemple le plus évident, c'est la société de consommation, hein, lors des 30 Glorieuses, où finalement, pour nombre de ménagères, l'idéal, c'était d'avoir des choses dont on ne pensait même pas qu'elles pouvaient exister auparavant, la machine à laver, etc. Bon, voilà. Donc, voilà, tout à fait. Moulinex vers la femme. Voilà. Hein. Mais d'ailleurs, là aussi, les choses ne sont pas si nouvelles qu'on l'imagine. Dans des milieux d'agriculteurs du début du XXe siècle, vous pouvez voir qu'il y a une multitude d'objets pour des tâches ménagères, etc. Et on est surpris vraiment de cette diversité que l'on a oubliée. Simplement, lors des 30 Glorieuses, on standardise, on produit en série, on fait la publicité, on multiplie le crédit, ce qui permet d'acheter, etc. Hein. Et on réduit la durée de vie de ces produits, ce qui permet d'en produire de plus en plus. Hein. Oui. Oui, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur les sociétés sans marché. Au XXe siècle, le projet communiste, il y a eu la moitié de l'Europe et une bonne partie de la planète où on a essayé de construire des sociétés sans marché finalement. Et tout ça s'est effondré pour des tas de raisons, mais au moment où ça s'est effondré, on a constaté une espèce de demande exacerbée de marché. Enfin, est-ce qu'il y a une espèce d'aspiration au marché comment vous analysez ces périodes-là ? D'ailleurs, y a-t-il eu des sociétés sans marché? Est-ce que les sociétés communistes étaient vraiment sans marché? En termes de projet, en tout cas. En termes de projet. Si concrètement, il y avait des échanges économiques entre pays communistes, hein, des échanges économiques, des échanges aussi d'experts, de personnes, etc. Les règles du marché, même s'il y avait la planification et il y avait des impératifs, etc., certaines règles du marché s'imposaient quand même. Et donc, à mon sens, même dans le monde soviétique, au-delà du discours et des objectifs, le marché n'était pas tout à fait totalement absent. Hein. Et d'ailleurs, le marché n'est pas forcément lié automatiquement à un type de société ou de pouvoir politique. Regardez la Chine d'aujourd'hui. Hein. C'est un système communiste d'ailleurs, et qui, avec un contrôle de l'État extrême, mais dont le but est de développer l'économie, etc., avec des ravages évidemment, avec écologique et puis humain, exploitation extrême de millions de personnes. Mais voilà, la Chine nous montre qu'une société, qu'un pays communiste, c'est pas forcément antinomique avec le marché. Ça, c'est pour répondre à la première partie de votre question. Excusez-moi, j'ai oublié la seconde partie. La seconde, on a vu les gens se précipiter sur le marché au moment de l'effondrement, mais s'il y avait une espèce d'aspiration populaire au marché. Oui, ça vient du manque, de la pénurie. Dans les pays d'Europe de l'Est, avant la chute du mur, certains avaient dans leur vitrine non pas des tablettes de chocolat, mais les emballages des tablettes de chocolat. Des paquets de cigarettes vides, occidentaux, des choses qu'on ne trouvait pas. La pénurie, le manque, parce que très très vite, ce système économiquement a eu du mal à fonctionner. Et on sait bien que la fin du communisme en Union soviétique, c'est l'implosion du système. Hein. Et finalement, c'est cette pénurie qui s'installe progressivement, qui, par réaction, conduit à une volonté, un désir de produits et de choses. Hein. D'où les dérapages, d'où après la chute du mur, dans nombreux pays d'Europe de l'Est, différents cycles très très rapides économiques où voilà, tout le monde voulait faire du commerce, gagner de l'argent très rapidement, etc. Et l'émergence du nouveau riche, alors que ces pays n'ont pas réussi forcément à se développer. Mais c'est un phénomène général. Hein, le manque crée l'aspiration. Oui,
Oui, mais aujourd'hui, l'extrême vitesse des échanges sur le marché font que le politique est en permanence un suiveur et non plus un décideur permanent. Est-ce que le politique a à gérer, et d'ailleurs il ne le peut pas, mais même s'il le pouvait, est-ce qu'il a à contrôler les échanges financiers, etc. C'est pas ça le sens de ma question. Oui. Le sens de ma question, c'est que devant l'extrême vitesse du marché, le politique est toujours en difficulté et il ne peut plus suivre ce rythme. Et comme il ne peut plus suivre ce rythme, on a l'impression finalement d'un système permanent qui est déséquilibré. Oui, c'est peut-être une fausse question. C'est pas celle du rythme. C'est vrai. Maintenant, il y a des échanges se font en une seconde, des échanges énormes qui impliquent des conséquences humaines et sociales très importantes. Mais l'État, est-ce que les États ont à s'immiscer dans ces échanges ultra rapides? Est-ce qu'ils le peuvent? Il me semble que les États, à l'échelle mondiale, peuvent plus facilement jouer un rôle en essayant d'établir un système de poids et de contrepoids, de règles, qui font que, voilà. C'est comme pour la politique fiscale. Une bonne politique fiscale devrait inciter les gens à gagner de l'argent, à payer des impôts, etc. Et donc, par un système de règles et de contre-règles, de poids et de contrepoids, c'est là que les États peuvent finalement jouer un rôle. Alors qu'ils sont tout à fait incapables, comme vous le dites, de peser sur les transactions qui se font à une vitesse prodigieuse. Oui. Bonjour. Je suis un peu étonné qu'on n'ait pas parlé des États italiens du Moyen-Âge dans votre argumentaire, où justement la dichotomie entre le marchand et le prince n'était pas toujours si évidente. Oui, alors, il y a les États haïtiens du Moyen-Âge, et d'ailleurs, Werner Sombart, qui est un historien, un sociologue du début du XXe siècle, la fin du XIXe, Sombart indiquait que pour lui, le capitalisme était né dans l'Italie des XIIe et XIIIe siècles. Alors que Max Weber, autre historien et sociologue de la même époque, dit que le capitalisme est né dans les pays protestants. Voilà. Donc c'est vrai, l'Italie aussi a joué un rôle. Voilà, on n'a pas pu passer en revue tous les États, mais bien sûr, l'Italie est un très très bon exemple. L'un des exemples sur lesquels se fonde Sombart, c'est Alberti. Alberti, c'est un négociant florentin qui justement est l'archétype du négociant qui économise, est austère, etc. Et donc il y a l'Italie de l'époque fournit des exemples de cette éthique du capitalisme qui s'élabore progressivement. Maintenant, les choses sont complexes. Il y a aussi des marchands à toutes les époques dont le but est, une fois fortune faite, de vivre noblement. Il y a ce que j'avais appelé dans un livre il y a longtemps l'aristotropisme, ce tropisme du modèle de vie aristocratique qui fait que pendant très très longtemps, voilà, encore une fois, on appelait parfois ça la trahison du commerce, du marchand, parce que le marchand qui s'enrichit, il quitte son travail. Et dans certaines sociétés, comme dans l'Italie de l'époque, c'est plus cet idéal de vie aristocratique est plus prégnant que dans d'autres. Oui. On va apporter le micro. Venise, qui effectivement est la cité marchande par excellence et qui aujourd'hui est quand même la réserve d'une magnifique collection d'art de quelqu'un d'extrêmement riche. On finit toujours par mourir à Venise. Oui, tout à fait. Oui, un repentir. Non. Non, mais je suis un lecteur assidu de Fernand Braudel, et dans un certain nombre de ses livres, il décrit il décrit très en détail la qualité et l'ampleur des échanges qui avaient lieu au XIVe ou XVe siècle. Et dans les foires en Champagne, par exemple, étaient quelque chose d'extraordinaire. Et c'est très représentatif du marché. Là, on est en plein dedans, quoi. Je crois, enfin...
Oui, tout à fait. C'est dans économie matérielle et capitalisme que Braudel définit plusieurs étages. Hein. Plusieurs étages. Il dit qu'il y a des foires, par exemple, dans quantité de pays du monde, à quantité d'époques différentes. Et il y a d'autres niveaux. Hein. Lorsque ces foires sont plus interconnectées entre elles, lorsque naissent des républiques marchandes, etc. Et lorsque, enfin, le marché s'impose à une société donnée. Hein. Mais c'est vrai, on pourrait multiplier les exemples, donc les grandes foires médiévales. Ou autre exemple qui a été largement oublié, c'est la République des Provinces-Unies, hein, au XVIIe siècle. C'est quand même un exemple assez extraordinaire. C'est une république au temps des monarchies. C'est une région très fortement urbanisée et densément peuplée à l'époque où on a une Europe qui est plus rurale. C'est un pays, enfin ce sont des provinces, où finalement les bourgeois deviennent une élite dans des sociétés européennes qui sont encore très aristocratiques. Et donc c'est un laboratoire de la modernité bourgeoise et capitaliste. Ça ne dure pas très longtemps, cette réussite-là. Hein. En plus, c'est un capitalisme aventureux, enfin colonial, commercial, etc., hein, transocéanique. Et là, c'est un exemple parfait, hein, un exemple parfait qui a été oublié. Pardon ? Oui, oui, oui. Mm-hmm. On le trouve en Afrique, on le trouve au Brésil, avant d'en être chassé progressivement de partout. Mais pendant quelques temps, pendant quelques décennies, hein, ils font tête. D'ailleurs, la République des Provinces-Unies naît, ce sont les Pays-Bas du Nord qui naissent de la révolte contre le tuteur espagnol, les Habsbourg, qui dominent une grande partie de l'Europe. Hein, et là aussi. Hein. Et là, on parlait de Venise et du marché de l'art. La République des Provinces-Unies, en quelques décennies, des millions de tableaux sont peints et sont diffusés à travers l'Europe. On a à la fois un exemple de création artistique qui devient un véritable marché. Hein. Des millions de tableaux qui sont peints, copiés par les élèves, etc. C'est assez extraordinaire en quelques années. Oui. Bon, vous avez parlé un peu de l'autonomie du pouvoir politique, mais quelle est la nature du pouvoir aujourd'hui ? Bon, on a assisté à l'épuisement du modèle industriel il y a une trentaine d'années. On a assisté à l'émergence du marché financier pour du marché des biens et des services. Et dans la mondialisation financière, l'État-nation, on peut considérer qu'il a disparu. Or, l'État-nation, c'est le cadre du pouvoir politique. Si ce cadre n'existe plus, quelle est la nature du pouvoir aujourd'hui ? Il y a théoriquement des instances internationales. Théoriquement, il y a des instances internationales, mais qui, dans l'objectif aujourd'hui, le FMI et autres, est plutôt de favoriser le libre-échange. Hein. Mais encore une fois, là, la différence d'échelle entre des États qui sont encore une fois surtout des États-nations, pas toujours, mais qui le sont quand même encore largement. Et puis des échanges qui sont planétaires et qui sont tout à fait notre échelle. Pose évidemment un problème. Mais si ces mêmes États-nations arrivent à s'organiser, même dans un cadre régional élargi, pour mettre en place un certain nombre de poids et de contrepoids, il me semble qu'il y a des marges de manœuvre aussi. Moi, j'irai un peu plus loin en poussant la question. Face aux États, face au marché, face aux États, le marché est transversal. Donc personne des États, vous le dites, ne le contrôle pas vraiment. Mais est-ce que quelqu'un contrôle, dans la mesure où maintenant les échanges sont très rapides, est-ce que quelqu'un contrôle vraiment le marché ou est-ce que c'est un train fou ? Enfin, y a-t-il un pilote à bord ? D'ailleurs, côté marché, il n'y a pas un marché, il y a une multitude de marchés. Les marchés, le problème, c'est l'imbrication constante des intérêts. Derrière les grands investissements, il y a les fonds de pension américains dans lesquels il n'y a pas simplement des capitalistes de haut vol, des financiers de haut vol, mais il y a des gens, des retraités qui ont investi un peu d'argent. C'est ça qui rend les choses plus complexes. Hein. Et les choses, encore une fois, je me répète, je suis désolé, mais lorsque les choses sont d'une complexité
vraiment grande, la marge d'action la plus importante, c'est celle qui consiste à prendre du recul et à essayer d'établir simplement des poids et des contre-poids de manière plus générale, quoi. Parce qu'il est impossible d'agir sinon coup par coup dans le détail. Oui, moi je me demandais justement si vous ne pouvez pas retourner la question. Dans la relation entre le marché et les États, on voit aujourd'hui, alors dans le cas d'une démocratie, les États-Unis, c'est bien l'État, ont espionné des entreprises privées, donc on a plutôt une supériorité là de l'État, en tout cas un contrôle. Et puis dans le cas d'un régime qu'on ne va pas qualifier démocratique, mais la Russie, quand Gazprom agit, c'est bien l'État russe qui est derrière, c'est pas le marché, c'est pas le privé. Donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas renverser et retrouver une dépendance du marché vis-à-vis de l'État ? Je vais compléter un peu cette question parce que on voit bien, en tout cas au niveau de l'État-nation, que la réglementation est impuissante aujourd'hui. C'est-à-dire, la France veut, pour une raison ou pour une autre, imposer une règle, et tout d'un coup, les entreprises disent bon, bah, si c'est ça, on va s'installer à côté, on va délocaliser. Enfin bon, voilà, on voit bien que au niveau de l'État-nation, il y a une certaine impuissance. Et en plus, et je rebondis sur la remarque de Pierre Biche, les États se sont privés peut-être d'outils de régulation. Alors je pense en particulier à tout ce qui touche le bien commun, ce qu'on appelle le bien commun. C'est-à-dire, est-ce que la question de l'eau ne devrait pas être une question traitée par l'État ? C'est-à-dire l'État reste un opérateur dans ce domaine-là. Est-ce que la question de l'énergie ne devrait pas être sur la même logique, ces outils-là étant ensuite des moyens pour plus ou moins réguler le marché ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il me semble qu'il y a des fonctions régaliennes. Alors on avait parlé de la monnaie tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres outils comme l'énergie, l'eau, enfin ce qu'on pourrait appeler les biens communs, que peut-être il faudrait faire échapper au marché, et qui seraient en même temps des outils pour réguler le marché. Oui. Et là, je pose des questions, c'est pas l'objet de votre ouvrage. Hein. Non, c'est pas du tout cela. Mais c'est vrai, bon, l'État peut intervenir dans des secteurs clés, l'eau, l'énergie, etc. Mais intervenir comment ? Par des prises d'intérêt, en investissant massivement de l'argent, en édictant des règles, en contrôlant. Il y a une multitude de possibilités d'intervenir. Hein. En tout cas, l'intervention semble, pour des secteurs stratégiques comme ça, semble essentielle. Regardons ce qui se passe à Fukushima. La centrale nucléaire continue à fonctionner malgré tous les problèmes. C'est une société privée. Que fait l'État japonais ? Que font les nations du monde ? C'est pas un problème uniquement japonais. Et donc il y a des moments où les États peuvent intervenir. Mais encore une fois, pas forcément en injectant massivement de l'argent, surtout dans des États comme les nôtres qui sont plus qu'endettés. Et voilà, il y a des choses qui sont plus possibles de faire et qui d'ailleurs ne sont pas forcément toujours souhaitables. Mais en tout cas, l'État peut intervenir. Et je reviens à l'autre question, c'est que justement, il y a des États qui sont pas forcément plus interventionnistes. Hein. Les États-Unis, finalement, n'interviennent pas énormément, enfin c'est le pays du libéralisme, quoique il y a des secteurs anti-l'économie américaine qui sont sponsorisés par l'État, hein, le complexe militaire-industriel, etc. Hein, voilà. Bon. Il y a à la fois le discours, le libéralisme, pour les autres, et ce qu'on fait chez soi. Hein. Certains se contentent du discours et oublient qu'on peut faire autre chose chez soi. Donc les États-Unis interviennent chez eux. Mais il y a des États comme les États-Unis ou comme Gazprom, comme le cas de la Russie, et qui sont pas forcément interventionnistes, mais qui considèrent que la politique économique, c'est une arme et que l'État est là pour la favoriser. Et ça, c'est ce qui fait parfois la différence entre un État et un autre. C'est vrai que le renseignement, c'est considéré par les Américains comme un élément normal des stratégies économiques et politiques qui servent l'État américain. D'autres États s'en offusquent, même si tous les États le font plus ou moins. Mais ceux qui s'en offusquent sont sans doute ceux qui le font moins bien que les autres dans un monde de concurrence. Mais ça fait partie aussi des traditions. Et voilà, il y a des États qui
n'hésite pas à le faire, à le dire, à le montrer et à agir très très fortement pour conquérir des marchés. Oui, moi je voudrais revenir peut-être sur une notion un petit peu de base. Le marché est très efficace sur le court terme. Voilà. Alors après, on peut discuter beaucoup de cette maxime, mais bon, le grand principe, c'est quand même celui-là. On se pose légitimement des questions pour ce qu'il en est sur le long terme. Alors on disait tout à l'heure que ça, le long terme, c'est le rôle de l'État. Sauf que, bon, voilà, on revient toujours sur cette question un peu basique, mais il y a une autre notion qui apparaît, enfin une question aussi d'alternativité. Il semble bien que le marché se soit développé grâce à la croissance ou dans un univers de croissance économique forte. Sauf si c'est l'inverse. Enfin, alors je ne sais pas. Moi je me dis peut-être que finalement c'est la croissance économique qui est à la base même du développement du commerce à l'échelle mondiale ou avec la dimension mondiale et la prégnance qu'on lui connaît. Et alors ça pose une question dans notre monde plein de questions justement sur le long terme où on voit apparaître des facteurs forts de limitation de la croissance liés aux questions d'énergie qu'évoquait Philippe tout à l'heure, ou aux questions de matières premières, ou aux effets sur l'environnement qui deviennent pour le moins problématiques. Est-ce qu'on peut... Alors, on n'est plus dans l'histoire, on est dans la prospective, mais bon, peu importe. Est-ce qu'on peut penser que le marché va s'autoréguler au nom des principes de moyen terme? Ça, j'aimais cette question, mais j'ai un peu de doute, je dois dire. Mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer que les choses se rééquilibrent? Alors, et cette question je voudrais la souligner avec un paradoxe, qui est celui-ci. C'est les fameux fonds d'investissement américains dont l'existence est fondée sur les retraites à servir à un grand nombre d'Américains. Dans les faits, qu'est-ce qu'ils fabriquent, ou plutôt qu'est-ce qu'ils cassent en l'occurrence? Ils exigent des profits à court terme si élevés qu'en définitive, ils détruisent des tissus économiques. Et c'est comme s'ils se tiraient une balle dans le pied, parce qu'en définitive, sur le long terme, ça ne tient pas leur truc. Alors voilà, ma question, c'est autour du long terme, finalement. Je vous poserai une question, moi aussi. Vous dites que le marché est efficace à court terme. Comment on peut mesurer l'efficacité à court terme du marché? Non, mais c'est une question comment vous la mesurez? Cet argument n'est évidemment pas le mien, parce que je doute beaucoup de cette efficacité à court terme, mais c'est quand même à ce titre-là qu'on met en avant les avantages du marché par rapport à des régulations plus administratives, on va dire, ou plus étatiques. Voilà. Pour reprendre la question de l'eau qu'évoquait Philippe tout à l'heure, dans un certain nombre de collectivités publiques, on a passer l'eau dans le secteur privé pour des raisons d'efficacité. Voilà. Alors après, on peut... il y a toutes les questions sur l'efficacité. Mais on revient sur les questions de long terme et de court terme, finalement. À court terme, peut-être que filer le marché de l'eau à Veolia, c'est plus efficace sur les redevances de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il en est sur le maintien du réseau de la ville, ou, a fortiori, sur le maintien du capital eau lui-même? Ça, c'est une autre affaire. Oui, il est très complexe de mesurer les choses à court terme, à moyen terme, à long terme, à différentes échelles. Est-ce que ça peut être utile au niveau national, pas utile au niveau européen, etc. Autre chose que vous disiez, c'est est-ce que le marché se régule tout seul? Bon, là, personnellement, je ne crois pas que le marché s'autorégule naturellement. Et puis, autre élément, vous disiez que ce qui fait le marché, c'est la croissance. Oui, et non, historiquement parlant. Si on remonte à l'époque Brodel, l'époque de l'essor des capitalismes marchands, ce sont des capitalismes qui se fondent sur des commerces à longue distance, entre États, et parfois entre différents transocéaniques, etc.
Et là, les profits ne viennent pas forcément de la croissance, mais viennent du fait que dans ces commerces à longue distance, on échappe aux réglementations locales. Et donc, on peut plus facilement faire des hauts profits. Brodel parlait de marchandises royales, où voilà, tout le monde ne peut pas participer à ces commerces loin parce qu'il faut plus d'investissement, de connaissances, c'est plus aléatoire, on peut perdre beaucoup d'argent. Mais si ça marche, on peut en gagner beaucoup. Et donc, c'est parfois la déréglementation ou la possibilité d'échapper aux règlements que les autres doivent s'imposer et qui permet de faire des bénéfices plus que la croissance. Voilà. Historiquement, ça a été le cas pour le commerce au loin, à l'époque moderne. Alors, il y a plusieurs demandes de questions et on va bientôt mettre un terme. Alors, on va peut-être prendre les questions ensemble. Et puis, alors, allons-y. Oui, mais je change sans doute de registre, là. Ça donne un peu le vertige. On est sur un axe vertical, 3000 ans d'histoire, sur un axe horizontal, 7 milliards d'habitants, avec des rapports marchands qui ont diffusé sur l'ensemble de la planète et qui ont même pénétré la sphère privée. Vous l'avez dit de façon assez loin. Hein, et on est en face de ce vertige, d'une certaine façon, on est invité à prendre acte de l'économie de marché. Mais je me rappelle d'un responsable syndical disant ici, ou pas loin à Nantes, prendre acte d'une contrainte, ça n'est pas s'y soumettre. Hein, et donc, il reste à écrire, vous allez le faire, une histoire mondiale de la régulation et des moyens d'y arriver. En attendant, je me pose la question que je pose, c'est est-ce que du côté de la figure du citoyen, du consommateur, de l'opinion publique, il y a quelque chose à attendre dans la voie de la régulation? On va prendre les deux autres questions, je crois. Oui. Oui, moi j'avais une remarque sur l'affaiblissement de l'État. La régulation, elle a été pendant longtemps au niveau d'une petite collectivité, puis après ça s'est agrandi. Or aujourd'hui, la réglementation ou les contraintes, enfin l'État est affaibli. D'une part parce qu'il est en train de s'effacer pour partie au bénéfice d'ensembles plus grands, de type marché commun, puis Europe, puis ailleurs, ce sera aussi le cas. Et la puissance publique, pour appeler un terme plus générique, c'est relativement affaibli par rapport à une situation, disons, du XVIIe, XVIIIe ou même encore début du XXe siècle, par rapport au marché. C'est plus de remarques que de questions. Par rapport à ce que tu as dit sur le concept de marché, j'aurais bien voulu quand même peut-être limiter les choses dans la mesure où je ne crois pas qu'il y ait marché quand il y a une économie de pénurie. Je suis assez d'accord avec la réflexion de tout à l'heure sur le marché qui se définit par rapport à l'offre. Je crois que c'est très difficile d'envisager un marché dans le monde antique. Enfin, c'est un débat entre historiens, on l'aura peut-être ailleurs. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de marché, je crois qu'il y a autre chose. Ou alors, si on fait démarrer le marché, on le fait démarrer au premier geste commerçant qui soit, c'est l'offrande à Dieu, mais pour avoir quelque chose. Donc, on voit bien qu'il y a des contextes qui sont extrêmement importants pour déterminer le mot. Je crois que les concepts ont aussi une histoire. Enfin, c'est un débat un peu entre nous. Deuxième temps, c'est sur le fait que tout à l'heure, à propos des droits régaliens ou des pouvoirs régaliens, on a évité complètement le principal, c'est la guerre. Et je crois que c'est quand même extrêmement important. Est-ce que dans ton bouquin, que je connais bien et que j'ai apprécié, est-ce que tu penses que le facteur guerre n'a pas été déterminant par rapport au marché ? Bien, alors on va prendre les questions dans l'ordre. Tu as pris des notes, c'est bien. Oui, j'ai pris des notes. Bon, on va les prendre dans l'ordre chronologique. Après tout, il n'y a pas d'ordre qui s'impose vraiment. Donc la première, enfin c'était plus une remarque, une protestation, je dirais, contre le règne du marché, avec cette belle formule: prendre acte d'une contrainte, ce n'est pas s'y soumettre. Oui. Oui, bien sûr. La réponse est oui. C'est pas que la réponse est oui, c'est que je suis personnellement tout à fait d'accord avec cette perception des choses, hein, tout à fait. Que serions-nous, que seraient nos sociétés si nous n'avions pas, s'il n'y avait pas le libre arbitre, quand même. Hein. La deuxième intervention portait sur la question de l'affaiblissement de l'État, avec une remarque qui, à mon avis, de
de la puissance publique, dont l'État, avec une remarque qui, à mon avis, est contestable sur l'État est plus faible aujourd'hui que du temps de l'absolutisme royal. Ah oui, parce que finalement, aujourd'hui, l'État a des possibilités d'agir sur l'économie de la société plus importantes qu'à l'époque moderne, hein, tout à fait. Simplement... Époque moderne est entendue au sens historique voilà, du mot. Voilà. Hein, pas contemporain. 16e, 17e, 18e siècle. Voilà. Et ça, d'ailleurs, c'est le paradoxe. L'État a théoriquement plus de capacité d'intervention, mais en même temps, il s'estime, en partie à tort, je pense, être complètement dépossédé d'une marge d'action sur l'économie. Alors, on va finir avec les deux remarques de Didier Guivarch. La première sur est-ce qu'il peut exister véritablement un marché en période de pénurie? Est-ce qu'il n'y a pas un lien intrinsèque entre marché et relative abondance? Ah, il y a des marchés en période de pénurie, c'est le marché noir. Dans les pays d'Europe de l'Est, à l'époque communiste, la pénurie, il y avait un marché avec ses règles, etc., et qui était institutionnalisé. La pénurie crée un type de marché différent, avec des règles différentes, mais c'est un véritable marché. Et dans le monde antique, il y a des marchés, évidemment. Il y a des marchés des huiles, des vins, des amphores, voilà, il y a des marchés qui répondent à des règles, voilà. Est-ce qu'il y a une économie de marché? Est-ce qu'il y a une société capitaliste? C'est autre chose. Mais des secteurs entiers de l'économie qui répondent aux règles du marché. Des secteurs entiers. Mais pas l'économie tout entière ou pas la société tout entière. Voilà. Mais il y a véritablement des marchés, hein, à l'époque antique. Et la dernière question qui mériterait un vaste débat à elle seule, c'est le lien entre le marché et la guerre. Ah oui, là c'est clair, hein, c'est un lien très important. Et d'ailleurs, dans les livres, je pose une question, un travail que l'historien pourrait peut-être faire, essayer de comptabiliser sur le temps long, le coût des investissements militaires, des guerres, des investissements somptuaires, des constructions de châteaux, etc., de tout cet argent qui est immobilisé dans la pierre, dans l'apparat, ou qui sert à faire la guerre. Il y a des époques, comme le règne de Louis XIV, où on parle de la crue des impôts, où la France est ponctionnée, où la population française diminue presque, hein, en nombre absolu, des périodes terribles, qui sont des périodes de guerre, hein, qui correspondent pourtant à une période aussi où, mercantilisme aidant, la politique de l'État étant très active, certains secteurs de l'économie se développent, hein. Mais en tout cas, il serait intéressant de faire sur la longue durée un bilan, hein, du rôle des guerres, ou un bilan du rôle également des grandes transformations qui conduisent à des changements énormes dans la propriété. On pense évidemment à la Révolution française, aux biens nationaux, à un changement de main extraordinaire, hein, de propriété, mais il s'est passé la même chose dans l'Angleterre de la réforme protestante, hein. Et donc il y a des moments comme ça dans l'histoire où il y a des redistributions très très importantes du fait soit de la guerre, soit de traumatismes, hein. Et c'est vrai que ça mériterait d'être étudié de manière, encore une fois, globale, sur la longue durée. Eh bien, merci Olivier d'avoir passé pas loin de 2 heures avec nous. Je vous conseille donc vivement la lecture de ce livre et le marché de vin roi que vous trouverez à la sortie, ainsi que quelques autres ouvrages d'Olivier Grenouillot, ainsi que quelques numéros de Place Publique. Nous avons un prochain rendez-vous le mois prochain, le 13 novembre, avec un autre historien. Il s'agit d'Alain Croix, et nous discuterons du dictionnaire de Nantes qui vient de sortir, auquel Olivier d'ailleurs a collaboré, comme un certain nombre d'entre vous dans cette salle. Donc le 13 novembre, c'est un lundi, je crois bien. Non, c'est pas un lundi. C'est bon, écoutez, bon. Le mercredi 13 novembre, alors, à 18h. Bien écoutez, bonne soirée à toutes et à tous.